Bonsoir, bon dimanche. Face à l'actu de ce dimanche, comme il est de coutume, on va faire un recap de l'actualité de la semaine, tel que observé par la rédaction de STV en termes de reportage, mais surtout à l'aune de l'analyse et des commentaires de l'invité de la semaine. Cette édition sera plutôt orientée sur le profil de notre invité, qui n'est nul autre qu'un ingénieur atomiste. On verra tout cela tout à l'heure. Vous le savez, l'actualité était fortement marquée sur le plan politique. La tournée du secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui se poursuit à travers le pays. Jean Kuité était à Douala cette semaine. Il y a aussi cette création ou transformation du parti politique RAP de Jean-Michel Nithieu, qui désormais est le FCC. On parle de tous ces sujets et bien d'autres dans le cadre de cette émission. Je vous ai dit, l'invité de ce dimanche est ingénieur atomiste, président fondateur de l'entreprise Ilmel Énergie Solutions. Il s'agit bien de Vincent Konjok, qui a, dans une vie relativement récente, qui est un transfuge de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, comme vous le savez. Il aura mis son savoir au service de la construction des centrales électronucléaires à travers le monde en dirigeant le développement des infrastructures électronucléaires. Justement, Vincent, bonsoir. Bonsoir, M. Tongo. Nous sommes très honorés d'avoir monsieur comme vous, de ce profil, comme invité ce soir. C'est dire combien l'intelligence camerounaise, se vend à travers le monde, contribue à l'évolution du monde, même si on s'interroge sur la contribution de cette intelligence pour le développement du Cameroun. C'est plutôt un plaisir pour moi d'être ici, et c'est surtout moi qui suis honoré à travers votre émission de pouvoir peut-être partager ma modeste expérience avec les Camerounais qui nous suivons, et peut-être ça donnera des motivations ou des opportunités pour certains. D'accord. Peut-être une question, je vais dire, ça fait quoi de fréquenter tous ces milieux de l'intelligence mondiale, pour votre cas, le milieu nucléaire qui semble tellement loin de nous, mais qui s'est peut-être proche à travers des Camerounais comme vous. Quand on part du Cameroun et qu'on se retrouve là-bas, on se dit c'est un rêve qui se réalise, tout est possible. Oui, on se dit c'est un rêve qui se réalise, surtout quand on a un parcours un peu comme le mien. Et quand on parle de là où je vais, où je suis parti, et pour arriver à un certain niveau, effectivement. Mais en même temps, vous savez, on se sature très très rapidement, parce que quand on a une certaine ambition et une certaine perception de la vie, et on ne se contente pas toujours d'un certain nombre de choses. Absolument. Mais je dirais que ce n'est pas un milieu qui est très lointain, c'est simplement quelque chose, il faut croire en soi, croire en ce qu'on peut réaliser, et ce n'est pas plus difficile qu'autre chose. Ça veut dire que les études de physique, de mathématiques ne sont pas plus difficile que les études de lettres et ainsi de suite. Maintenant, vous savez, il y a aussi le facteur chance, le facteur opportunité, d'être peut-être à la bonne place au bon moment et autres, et y croire surtout, et de pouvoir être d'une certaine manière propulsé. Et le comportement aussi, il joue énormément, c'est d'avoir des gens qui sont aussi prêts à vous porter, à vous soutenir et autres, regardless de votre couleur de peau, de votre nationalité et autres. Et c'est aussi simple que cela. Avec vous, on parlera donc du nucléaire en Afrique, on parlera de l'énergie de la guerre stratégique mondiale. Le Cameroun et ses délestages, l'investissement dans ce milieu énergétique, et c'est peut-être également la renationalisation de l'entreprise chargée de la fourniture ou de la vente de l'énergie électrique au Cameroun. Mais on reviendra davantage sur votre profil. Avant tout cela, je vous suggère de prendre le premier reportage de cette émission. On va revenir sur cette sortie de Jean Kuité à Douala. Le secrétaire général, je l'ai dit, du comité central du IRDPC a donc effectué un stand-up ici, à la maison du parti de Bonanjo, dans le cadre de cette tournée. Reportage. The Cameroon's People Democratic Movement have on the 26th of October been mobilized for a regional seminar to face the challenges that might come up with the participation of any forthcoming electoral elections. Chaired by the party's Secretary General Jean Kuité, he called on all and sundry to work hand in glove to attain their goals. Keeping with the raison d'être of the party, which is to
ensure that all throughout the national territory, you meet in a contact visit, meet your militants, and don't wait for your militants to come and meet you. You go towards your militants, and so this visit is first of all, one, a working visit. A visit where the Secretary General has, in his managerial vision, decided that he wants to go meet. This has equally been a working session for CPDM militants in all 10 regions to share their constraints throughout the National Triangle. Going through to all the 10 regions to have working sessions with them, listen to them. Working sessions are give and takes, where militants speak their minds, say what worries them, what are the issues, what is disturbing them, and the Secretary General gives them answers, solutions, and so forth. So it's a working visit. The second significance or importance of this visit is that the Secretary General has The CPDM Secretary General Jean Kwete used his platform calling on party militants to be rational and useful in the voting process. The session was attended by over 300 militants, including CPDM Party Zonal President of the Littoral Region, Laurent Esso, Governor of the region, just to name a few. The nationwide rally will stretch to other regions. Retour sur le plateau, donc on va poursuivre avec notre invité. Parlons quelque peu de vous, si vous le permettez, sans fausse modestie. Comment fait-on justement pour partir du Cameroun, des études ici, et se retrouver à ce haut niveau de l'intelligence mondiale? Comme je l'ai dit tantôt, vraiment il faut y croire. Je me considère comme un pur produit du système scolaire camerounais, puisque je fais mon primaire ici, dans une seule école vers Deido. Je fais, je dirais, mon secondaire qui se divise entre le lycée Josse et le lycée technique, et muni de mon bac, je peux donc me permettre de pouvoir aller faire des études supérieures à l'étranger. Un bac F? Oui, oui. Donc, ce qui est important, c'est de se dire surtout qu'on arrive en Europe avec un background qu'on considérait comme étant beaucoup plus limité et autres, et on se rend compte qu'effectivement, on a eu une très très bonne formation au Cameroun. Donc tout mon supérieur là-bas qui s'est donc sanctionné par un diplôme d'ingénieur à l'Institut national polytechnique de Grenoble, et puis une spécialisation à l'Institut des sciences et techniques nucléaires, qui est la seule organisation qui donne des diplômes en ingénierie nucléaire dans un 3e cycle, qui me permet donc d'une certaine manière d'avoir l'opportunité, en étant camerounais, et ça aussi avec beaucoup de chance, et peut-être d'être là au bon moment avec le bon background, à intégrer le commissariat à l'énergie atomique en France, pour lequel j'ai été salarié et que je peux encore me considérer comme salarié, même si je m'y suis retiré, mais je suis toujours considéré comme tel et sans salaire en ce moment, parce que je considère que je peux faire d'autres choses. Et à partir de cela, vous savez, il y a des opportunités qui s'offrent à l'AUA ou ailleurs, et puis on les suit. Et il arrive un moment où on se sature un tout petit peu avec tout cela, et on se dit qu'on peut faire mieux. Et on essaye de se positionner davantage en Afrique, où j'ai lancé une société énergétique. Mais pour revenir un peu sur le parcours, est-ce que votre insertion, si je peux le dire comme ça, à ce niveau, un jeune qui vient de l'Afrique, qui réussit à parcourir ce monde, est-ce qu'il n'y a pas des appréhensions, est-ce qu'il n'y a pas de freins, est-ce qu'il n'y a pas de blocage? On regarde davantage la qualification qu'autre chose? Je crois qu'il y a forcément un blocage. Celui qui vous dira qu'il n'y en a pas, pour nous qui venons de l'Afrique, il y a énormément de blocage. Mais je crois qu'on venait avec une ambition, on avait tellement. Et surtout, on avait très vite compris, peut-être, nos parents ne l'ont peut-être pas vécu comme tel, parce qu'eux, on leur favorisait un certain nombre de choses. Mais nous, très rapidement, on a compris que le système n'était pas le nôtre, et qu'il fallait se battre 2 fois plus que les autres pour pouvoir vivre dans ce système. Et en plus, pour quelqu'un comme moi je suis parti en France en bourse camerounaise, donc se battre aussi pour pouvoir se développer. Et par ce travail-là et autres,
on arrive à avoir des facilités, puisque moi j'ai terminé mes études avec plutôt une bourse française qui était beaucoup plus élevée que celle camerounaise, et dont la camerounaise n'était plus intéressante pour moi. Mais on était vraiment dans la logique de se battre pour pouvoir faire des choses au même niveau que ceux qui étaient nantis de la nationalité de ces pays-là, parce que pour nous, ce n'était pas facile et on ne nous a pas fait de cadeau. D'accord. On nous a pas fait de cadeau. Alors, vous faites partie des récipiendaires sélectionnés par l'AIEA en tant que membre du personnel au moment de l'attribution en part égale du prix Nobel de la paix de 2005 à l'AIEA et son président, du moins son directeur général, Mohamed El Baradei. Et vous avez reçu donc de nombreuses distinctions honorifiques à cette occasion-là. Vous avez contribué grandement, vous dites. Quel était votre apport? Je dirais, vous savez, contribuer grandement, quand on fait quelque chose, on ne s'en rend pas compte. Vous savez, quelqu'un qui construit une grande maison, il ne se rend pas compte qu'il contribue grandement. Et ce qu'il y a, c'est une question de perception et de vision des autres qui considèrent que c'est quelque chose de grand ou de petit. À ce niveau de jugement, je ne pourrais pas vous dire. Mais ce qu'il y a, il faut savoir que l'AIEA, d'une certaine manière, a œuvré à sa juste valeur, même si aujourd'hui, avec le recul, ça n'a pas été successfully, a œuvré quand même pour essayer de maintenir la paix. Et pour ce maintien de paix, la commission Nobel a donc donné un prix Nobel à part égale entre le directeur général et le personnel. Et étant faisant partie du personnel et sachant que toutes nos petites mains, d'une certaine manière, ont contribué à ce que nous puissions arriver là, eh bien, on faisait partie de ce. On peut donc dire que nous sommes en face d'un prix Nobel de la paix, à part égal avec le directeur. Je ne me considère pas comme tel, parce que si ce prix Nobel, vous le divisez par le nombre de personnes il devient tellement petit et autres, et je pourrais ça enlève la valeur du prix. Oui, et ce qu'il y a, la satisfaction qu'on peut avoir, c'est que l'argent qui est venu de ce prix Nobel a permis de financer un certain nombre d'infrastructures de radiothérapie dans le monde, et notamment dans les pays africains. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'en même temps, je gérais à l'époque des projets, je participais activement à l'introduction du traitement du cancer en Afrique, et une grande partie de cet argent a été utilisé dans beaucoup de pays sur lesquels je travaillais personnellement, comme la Tanzanie, le Nigeria, autres. Malheureusement, le Cameroun n'en a pas profité, malheureusement. Pourquoi? C'est une question, je dirais, d'organisation. Il y a eu une période où, de manière optimale, le Cameroun ne profitait pas à fond de ce qui pouvait sortir de l'AIEA. L'organisation n'était pas optimum, mais beaucoup de choses ont évolué positivement et dans ce sens-là, qui font en sorte que le Cameroun aujourd'hui peut profiter davantage des supports de l'AIEA, puisqu'il y a une agence nationale de radiothérapie, de radioprotection qui est établie actuellement et qui est opérationnelle, et ce qui permet maintenant, je dirais, d'ouvrir beaucoup de portes et permettre à ce qu'il n'y ait plus de restrictions dans l'assistance du Cameroun sur les aspects utilisant les technologies nucléaires. Beaucoup de gens ont toujours tendance à, quand ils entendent nucléaire, ils voient la bombe. À la rigueur, ils peuvent encore voir l'électronucléaire, mais la technologie nucléaire est bien intégrée dans ce pays, que ce soit au niveau de la radiothérapie, même si aujourd'hui le traitement du cancer n'est pas au niveau que moi j'aurais espéré dans ce pays, comparativement à des plus petits pays que nous, comme le Niger, le Sénégal, et la Tanzanie, le Kenya et autres. Mais beaucoup de technologies ont été intégrées ici. Le contrôle non destructif a été intégré à HYDRAC en début, et puis l'ambition que nous avions à l'époque, et avec les managers de ce projet-là à l'époque, c'était de mettre HYDRAC au niveau le plus élevé en Afrique, de pouvoir compétir sur les projets les plus grands. Surtout qu'à leur début, fin des années 90, ils ont fait le contrôle non destructif du tout le pipeline. Ça faisait des milliards, une centaine de personnes recrutées et autres. Aujourd'hui, il y a le pipeline au Niger. Et une société comme celle-là devrait être celle qui porte ce genre d'activité, et beaucoup d'autres activités utilisant cette technologie, qui est une technologie isotopique, une technologie nucléaire. Aujourd'hui, on pouvait avoir une société, et si on avait eu l'ambition nécessaire, qui ne se targuerait plus d'être une société camerounaise. Ça, c'est là où je dis à certains moments,
nous jouons petit bras quand on a tendance à regarder un certain nombre de choses. Et à ce niveau, peut-être mon parcours peut montrer quelque chose. Mais en dehors de cela, je ne crois pas qu'il ait une valeur supérieure à n'importe quel autre parcours. On poursuit cette émission avec Vincent Kondiok. On l'a dit dès l'entame, il est ingénieur atomiste et président d'une structure qui fait dans ce domaine-là, fondateur. Il mêle énergie solutions, on va certainement découvrir. C'est quoi cette entreprise? Toujours dans le nucléaire? C'est quoi vous apportez comme solution? Non, mon entreprise initialement est dans les énergies. Et je dis bien dans les énergies de manière générale. Je suis installé à Dakar, entre guillemets, je suis au Cameroun, je suis un peu partout, j'ai passé un certain nombre, un peu de temps, je passe un peu de temps au Niger, un peu dans beaucoup de pays. Je dirais, on arrive à un moment où on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'Afrique et autres. Peut-être que je reviendrai plus tard les raisons qui m'ont animé par rapport à cela. Et c'était donc et en même temps aussi, je suis quelqu'un qui a toujours changé de vie. Vous voyez, je suis au Cameroun, de parents modestes. Mon père est fonctionnaire d'une commune urbaine et autres, donc c'est pas le sommet de la société. Et après, au bout d'un certain temps, je me retrouve, même après mon bac ici, je n'ai pas de bourse, donc je suis obligé même de travailler un tout petit peu, le temps de pouvoir... Les petits jobs? Non, pas les petits jobs, j'ai travaillé même à la Sonnelle. D'accord. J'ai eu la chance d'être recruté à la Sonnelle sans passer par le centre de formation et je suis parti à Garoua où j'ai travaillé. Malheureusement ou heureusement, et moi je voulais même continuer parce que je gagnais très bien ma vie. À l'époque, j'avais un salaire et puis c'était la grande direction de l'extrême nord, du nord et de la Damawa. Donc en tant que technicien, je pouvais aller à l'extrême nord et tous les frais de mission, j'étais bien. Et après malheureusement, je tombe sur on fait un accident. Première année, on fait un accident de voiture où celui qui était mon chef et qui pour moi m'a tout apporté dans le sens de la compréhension de la vie et autres et qui me disait tous les jours tu n'es pas fait pour ici, tu es fait pour aller ailleurs et tout et ben il fait un accident, il meurt et puis un mois plus tard j'étais parti en France. Ah, désolé. Bon, donc quand on voit ce genre de changement de vie, je commence les études électriques, purement électriques et au bout d'un certain, parce que pour moi je rêvais d'être ingénieur électricien et au bout d'un certain temps je me dis mais pourquoi cette vie-là, je vais dans le nucléaire, je fais le nucléaire et tout. Et j'ai l'impression, ou du moins je me surestime, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que j'ai atteint mon maximum. Je me dis, mais je vais aller attaquer les énergies renouvelables. Donc quand je lance cette société, c'est davantage pour aider les pays africains. Et j'avais la chance d'avoir une bonne introduction au Sénégal. C'est d'aider le Sénégal à vraiment développer les énergies renouvelables, mais sur la base de ce que j'avais pu apprendre et comprendre et développer dans le domaine nucléaire. Je ne sais pas si on a quelques secondes, parce que j'aurais quand même souhaité on a le temps. Définir. Allez-y. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, je disais peut-être que je me suis surestimé sur une chose, parce que j'ai développé un projet, et il y en avait plusieurs, avec le pays. Moi, j'étais de l'autre côté, donc je travaillais avec, en fin 2000, aux alentours de fin 2000, donc à partir de 2009 à peu près. Et que ce projet qui était la construction de 4 centrales nucléaires aux Émirats Arabes Unis, après il y avait d'autres projets sur lesquels je coordonnais, que ce soit en Turquie ou alors en Biélorussie, mais surtout aux Émirats Arabes Unis, et puis ce projet c'est 20 milliards de projets sans compter les infrastructures, qui aboutit. Et on a l'impression, on ne touche plus terre, parce qu'on a initié quelque chose. Quand je dis bien on a initié, vous êtes 3-4 personnes, vous initiez quelque chose. De l'autre côté, il y avait 3 personnes émiraties, et de l'autre côté, on était 2. Et on travaille ensemble en équipe, et puis vous voyez comment les gens viennent, vous contrôlez ceci et cela. Eux, ils contrôlent une grande partie, après on trouve un fournisseur, et vous arrivez au bout. Une centrale nucléaire, vous arrivez, vous la voyez fonctionner. Elle est en train de débiter 1400 MW comme cela, dans un silence assourdissant et autres. En Afrique? Non, c'était aux Émirats, c'était à Abu Dhabi. Donc, l'espace de quelques mois, voire années, vous croyez vraiment que vous ne touchez plus. Et quand on a fait ça, on s'est dit que, mais attendez, si on revient sur les énergies renouvelables en Afrique, on va tout casser. Ça, c'est un. Donc, on va faire des choses énormes. Mais ce qui m'intéressait davantage, c'est que
on avait travaillé sur un projet sur lequel, qui était l'introduction de l'électronucléaire dans les nouveaux pays. Okay. Et c'était notre directeur général de l'époque qui se rendait compte que beaucoup de pays africains et autres n'arrivaient pas, l'Égypte travaille depuis 20 ans, n'arrivait pas à construire une centrale nucléaire, les Algériens et tout cela, et même les Sud-Africains, les Blancs l'avaient construit, mais les Noirs n'arrivaient pas à reconstruire une, et qui essayent de nous demander qu'est-ce qu'on peut faire. Et on lui sort un petit pamphlet, un petit document d'une dizaine de pages qu'on a appelé Consideration Before Embarking on Nuclear Power, dont les considérations avant de s'embarquer dans l'énergie nucléaire. Ça l'intéresse énormément. Il nous demande non, je veux quelque chose de beaucoup plus complet. Donc on développe un document et une approche que nous appelons le Maelstrom Approach. Vous allez sur Google, vous tapez cela AUA, même avec mon nom, vous allez voir. Et donc on est à deux à porter cela au niveau de l'AUA, dont on appelle des experts dans tout le monde et on développe une approche. Cette approche aujourd'hui permet d'introduire l'électronucléaire et c'est devenu la Bible de l'électronucléaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul pays aujourd'hui, même les pays développés dans l'électronucléaire comme la Corée, qui n'utilisent pas ce document-là. Et en même temps, donc, on développe tout ce qui va autour pour permettre à ce que les gens qui veulent intégrer l'électronucléaire, ils ont des phases de développement et des jalons, mais ce qui est important, il y a des considérations et on en dénombre 19. Et vous voyez que dans ces 19-là, si vous prenez à peu près 14 ou 13, tout le développement énergétique est maîtrisé. Parce que beaucoup de gens, et même ici, me disent, oui, mais voilà, les délestages et autres, oui, parce qu'on ne produit pas assez, ceci, cela. Je ne dirais pas que ça n'a rien à voir. Ce n'est qu'une toute petite partie. Toute l'organisation, le cadre réglementaire, le cadre normatif et autres, la qualité des équipements, les ressources humaines, les mécanismes de financement et autres, les mécanismes d'achat, se retrouver ici avec des gens qu'on prend n'importe où pour être partie prenante d'une commission de marché. Tout cela n'a pas lieu d'être parce qu'il y a des gens qui font des études, Bac+5, pour être des acheteurs. La seule chose, c'est de les mettre dans un cadre, comme nous sommes souvent habitués à faire des petites distractions financières et autres, pour cela arrive le moins possible et eux, ils vont faire des choses bien. Il y a beaucoup d'autres considérations qui font en sorte que si tout cela n'est pas mis en place, vous pouvez construire, vous pouvez avoir des réseaux, il y aura toujours d'une certaine manière des difficultés. Et beaucoup de pays, aujourd'hui, notamment en Afrique de l'Ouest, ont épousé cet aspect-là et autres, de pouvoir maîtriser les aspects, même technologiques. Vous voyez le Maroc, le Sénégal et autres, et un pays comme le Sénégal est parti de 2014 avec des délestages, exactement comme le Cameroun, et aujourd'hui n'en a pas, avec moins de ressources de production énergétique que le Cameroun. Bon, puisque vous mettez le pied dans les délestages, on va en parler. Le temps pour nous, qui c'est peut-être de prendre l'autre reportage de cette émission et on revient derrière pour évoquer le Cameroun et ses délestages. Le choix était clair. Rallier l'une des 300 formations politiques présentes sur la scène camerounaise ou créer son propre parti politique. Exclu du Social Democratic Front, l'honorable Jean-Michel Nitieux opte pour la réactivation de son parti créé en 1992, le Rassemblement pour la Patrie, devenu aujourd'hui le Front pour le changement du Cameroun. Et c'est donc à la suite, c'est en 1999 que ce parti a fait fusion avec le SDF pour poursuivre la lutte pour le changement. Et comme vous savez que récemment, il y a eu des exclusions au SDF avec l'honorable Jean-Michel Nitieux lui-même, les 34 autres cadres, on a décidé de reprendre nos libertés, de réactiver le parti. Donc, en réalité, il ne s'agit pas d'une nouvelle formation politique, il s'agit d'un parti qui existe déjà depuis 1992. Maintenant, ce parti répond aux besoins du changement pour lequel de nombreux Camerounais aspirent. Pour autant, le FCC reste partisan d'un rapprochement de l'opposition. Nous nous positionnons comme un parti de l'union de l'opposition. Donc l'objectif que nous poursuivons en premier lieu, c'est de travailler dans l'union de l'opposition.
Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'Union pour le changement qui avait gagné les élections présidentielles au Cameroun pour la première fois en 92. Et si on avait gagné, c'est parce que l'opposition était unie. Et depuis cette période, l'opposition est restée désunie, disloquée, et chacun allant individuellement aux élections. Et le résultat est que l'opposition s'est plutôt affaiblie entre-temps. Donc l'objectif du parti, c'est non seulement de poursuivre la lutte pour le changement, c'est-à-dire les revendications des libertés individuelles, la démocratie, la justice sociale, qui sont en réalité ce qu'on poursuit de manière générale. Mais l'objectif fondamental pour nous, c'est de travailler dans le cadre de l'union pour l'opposition pour gagner l'élection présidentielle au Cameroun. Quid du ministère de l'administration territoriale? Parce que comme vous le savez, il ne s'agit pas de la création d'un nouveau parti politique, mais il s'agit simplement de la modification des textes d'un parti qui existait déjà. Et en la matière, nous n'avons pas eu besoin d'aller demander une autorisation de création d'un parti, mais nous avons porté les modifications à l'attention du MINAT pour qu'il prenne acte. Et je pense que ça a été fait. Ainsi s'achève la bataille pour le contrôle du SDF, avec notamment la victoire du clan aussi sur celle de Jean-Michel Nintieu. Si Carlos Ngualem affirme que le FCC, qui se veut national, envisage de participer à toutes les élections, dont la présidentielle prévue en 2025, l'identité de celui qui représentera cette formation politique est encore un mystère. Le Congrès annoncé pour choisir les responsables, dévoiler le projet de société et le programme politique fera certainement toute la lumière. On poursuit donc l'émission de ce dimanche avec notre invité. D'abord, évidemment, on a les versions officielles de l'origine, de la manifestation, du développement. Vous, quand vous observez, vous l'avez dit tout à l'heure, vous étiez à l'époque, c'était AES, Onel. Au début des délestages des années 2000. Pour vous, quelle est les raisons fondamentales de ce délestage, au-delà de tout ce qui a été dit de façon officielle? Vous avez approché la question de près, vous l'avez analysée et vous dites qu'est-ce qui est véritablement à l'origine de cette situation? Je dirais l'analyser de près, je ne dirais pas dans le même sens que ceux qui vivent cela au jour le jour. Il y a des gens ici qui vivent cette situation, peut-être qu'ils l'analysent et qui pourraient peut-être avoir une meilleure perception de la situation que moi. Mais ce qu'il y a, c'est que nous avons évolué avec le système mondial qui ne nous a pas toujours aidés d'une certaine manière. Nous avions une société nationale qui est issue de plusieurs sociétés parce que la SONEL est créée par une, je crois, EDC ici et puis la société qui est dans le sud-ouest, nord-ouest, Powercam et autres. Et ça crée quelque chose où les Camerounais dirigés de main de maître par certaines personnes et notamment M. Niat et d'autres encore. Et ça fonctionne tant bien que mal. Et cette société-là, et malheureusement, le système international, avec la situation du pays, veut que nous vendions, entre guillemets, nos bijoux de famille. Et malheureusement, la privatisation peut être un plus, et moi, je vais le dire très clairement, je suis un libéral, politiquement parlant. Donc pour moi, je considère que c'est le privé qui est capable de développer ce genre d'entité et autres. Et malheureusement, l'évolution de cette privatisation qui ne se fait pas de manière optimum. Donc, ce n'est pas simplement un seul problème. Il y a les investissements nécessaires pour gérer le réseau qui ne sont pas faits, pour gérer le réseau de HT et même le réseau de distribution qui ne sont peut-être pas faits timely. Il y a au niveau d'un certain nombre d'investissements et surtout au niveau de l'infrastructure. La législation n'a pas toujours évolué de manière optimum. Il y a eu, je dirais, certaines choses qui ont été faites peut-être pas d'une certaine manière dans les délais. Et quand je vous parlais des infrastructures, ça veut dire c'est tout ce qui doit être mis en place pour permettre d'absorber même les technologies extérieures. Je vous donne juste un exemple. La localisation, ça veut dire absorber certaines technologies extérieures. Aujourd'hui, nous achetons des équipements. Mais ces équipements, chaque fois que ces équipements tombent en panne,
quand je dis chaque fois, pas tous les équipements, mais certains, il faut que quelqu'un quitte de la Chine ou de l'Inde ou de la France pour venir ici. Il suffit simplement qu'il fasse 3 jours pour avoir son billet d'avion, son visa et pouvoir venir. Ça fait 3 jours de délestage. Quand il y a un équipement qui est tombé en panne, ce qui peut arriver, il suffit simplement qu'on le commande et qu'il faille 1 mois pour le transporter pour ici, pour qu'on ait un certain nombre de problèmes. Donc c'est un tout. Et pour moi aujourd'hui, dire on va attaquer les délestages parce qu'on va construire des centrales ou bien on va juste améliorer le réseau, ce n'est pas ça pour moi la seule solution. En tout cas, les solutions que j'ai prônées ailleurs, c'était de regarder tout le cadre qui est lié au système énergétique. Et ça va même dans les finances, dans l'éducation, la formation et autres. Ça va très très loin. Ça va même sur la position nationale. Un des points importants, c'est la planification énergétique. Est-ce que nous avons des plans de développement énergétique appropriés dans les règles de l'art? La réponse... Pour vous, c'est un problème structurel, d'ensemble. Beaucoup plus. Et ce n'est même pas un problème de compétence parce que le Cameroun a tellement de compétences. Quand je les vois à l'étranger, je ne crois pas que ceux qui sont ici soient moins bons. Oui, c'est un problème. Quand je dis structurel, on n'est pas là pour dire que ce qui est fait est mauvais. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour dire on peut peut-être à certains moments rajouter ceci, rajouter cela, parce qu'on a l'expérience de ce qui se fait ailleurs, et peut-être ça va nous permettre d'aller soit légèrement un peu plus vite. Les problèmes, on va forcément toujours les rencontrer, on est en phase de développement, et on n'a pas l'argent nécessaire, et on utilise souvent les institutions, ou alors des financiers qui ne viennent pas ici pour nous aider à nous développer, mais davantage pour essayer de prendre un maximum, et autres. Et en même temps, même 2 fois, ça les arrange que nous soyons toujours la tête dans l'eau et qui, de temps en temps, ils nous sortent pour qu'on respire un tout petit peu. Et parce que là, ils sont capables de prendre sans que nous ne puissions nous débattre. Absolument. Donc, c'est ces points-là. Et pour moi, tout passe par une bonne stratégie, une bonne analyse déjà de la situation, une bonne stratégie et une bonne planification. Alors, je vais poser la question comme ça. Mauvais diagnostic, mauvaise solution. On regarde la façon dont le gouvernement camerounais aborde la question des délestages en termes de solution. Vous dites, nous sommes sur le bon pied, nous sommes sur le bon chemin. Est-ce que les politiques publiques, pour diminuer, limiter, définitivement terminer avec les délestages mis en place, peuvent atteindre ces objectifs-là? Je dirais, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ma perception de la situation, le Cameroun a le système qui, pour moi, est adapté à est le plus adapté, pas seulement à sa problématique, à la problématique que je fais la promotion. D'accord. Il y a la production qui est privée, il y a la transmission et le transport. Je dis toujours transmission, c'est l'anglais, ça c'est le transport de l'énergie qui est public, et il y a l'exploitation, la distribution et l'exploitation, et la vente, qui sont privées. C'est bien organisé, c'est bien défini et les lois sont bien claires. À partir de cet instant, je dirais même que tout devait être parfait. Le seul problème, c'est la mise en œuvre. La mise en œuvre n'est pas toujours optimisée dans tout cela parce qu'on va se retrouver avec l'organisme de transmission qui déjà a pris beaucoup plus de temps que prévu par rapport à ce qui était planifié et qui aujourd'hui n'a pas la totalité des prérogatives pour assurer cela. Et je ne dis pas que à tort ou à raison, peut-être qu'ils n'ont peut-être pas la totalité des compétences. Les raisons pour cela, c'est pas, il y a forcément des raisons à cela. Absolument. Mais je dis, les choses ne sont pas organisées de manière optimum et mise en œuvre de manière optimum. Pourtant, c'est organisé comme moi je pourrais, je dirais d'une certaine manière, supporter. Et maintenant, quand on regarde même les hommes, je dirais, je n'en connais pas des tonnes, mais j'en connais quand même quelques-uns, et notamment à INEO. Ceux qui représentent l'État à INEO, on a le PCA, un professeur agrégé, il connaît l'économie, il maîtrise le domaine depuis des années, et il a travaillé sur des grands projets. C'est la personne appropriée.
vous retrouvez... Oui. Par ailleurs, secrétaire général des services Premier ministre. Effectivement. Vous avez par exemple quelqu'un que je connais aussi très bien et que j'aime énormément, le DGA de Eneo. Il est aussi professeur à l'école polytechnique, ingénieur et tout. Il maîtrise son métier. Il fait ce n'est pas simplement un problème d'homme. Et je suis sûr que ces gens, quand ils s'asseyent et qu'ils veulent faire des analyses pour le compte du Cameroun, ils font des choses de manière optimum. Maintenant, quand il s'agit maintenant de mettre en œuvre, je n'avais pas envie de parler de cela, mais je vais parler d'un petit point. Il y a une période ici dans ma vie où, quand on est jeune, on a beaucoup de fougue et tout, et puis j'approche un aîné, un grand frère, et avec beaucoup de violence lors de la privatisation et autres. Et c'était quelqu'un d'un très très haut niveau, même au niveau étatique, conseillant, et vraiment au sommet, et autres. Conseiller sur les questions économiques. Pas seulement économique, énergétique et tout, il maîtrisait tout. Il est toujours vivant? Non, malheureusement, il est décédé. Il a dirigé des grandes sociétés ici, que ce soit Innové Énergétique, c'est-à-dire à la Sonnelle, il a été à l'UQAM et tout ça, c'était vraiment... Et donc, et puis, on discute et très posé, il me dit petit frère et tout. Et il m'appelait petit frère, mais en réalité, à certains moments, il basculait mon fils, petit frère et tout. Et donc, il me dit non, voilà. Moi, j'aimerais peut-être que tu me donnes ce que toi tu pensais. Après, à partir de cela, on a commencé à travailler et tout, avec beaucoup d'autres. Il avait des positions gouvernementales, donc ça veut dire qu'il avait des équipes qui travaillaient pour lui et tout, mais de temps en temps, on pouvait écrire des petites phrases et tout pour dire voilà comment on perçoit les choses. Et il y avait une perception de la situation. Et qu'aujourd'hui, moi, je pourrais décrire, parce que pour moi, aujourd'hui, vous voyez, la perception était exactement la division actuelle que nous avons. Mais la société qui devrait faire le transport d'énergie, et le nom était trouvé, c'était EDC. Et EDC devait donc s'assurer de tout ce qui est transport d'énergie, mais d'une certaine manière aussi devenait in fine la société de patrimoine. Donc on devait récupérer la production, son loulou, EDEA et autres à l'intérieur de la même entité. Mais comme cette société achète aussi des producteurs indépendants et vend aux concessionnaires et autres, génère de l'argent, elle récupérait aussi d'une certaine manière l'agence d'électrification rurale. Parce que l'argent qu'ils généraient leur permettait de pouvoir construire des mini-grids et autres et les donner à des concessionnaires pour que les concessionnaires exploitent et permettent à l'État camerounais de pouvoir remplir son accès à l'énergie. Vous comprenez? Absolument. Et avec ça, qu'est-ce que cela apportait déjà de prime abord? On a déjà 3 DG qui n'existaient plus, avec ce que cela comporte. Donc, comme réduction secrétaire, c'est la réduction de charges et autres. Et on a une entité beaucoup plus consistante, avec des directeurs forts. Et l'avantage que cela apportait aussi, c'est que comme cette entité a beaucoup plus de moyens, elle peut maintenant mettre une équipe appropriée qui va faire l'analyse technico-économique et la planification énergétique qui permet de toujours bien structurer le développement énergétique du Cameroun. Donc avoir des plans sur 20 ans, 25 ans, 30 ans, on peut les payer, on peut payer des experts, on peut payer des équipes à long terme. Et vous savez que dans la fonction publique, il y a beaucoup de rotation parce que les gens sont promus, mais dans le privé, il y a un peu moins de rotation. Et quand bien même il y a de la rotation, il y a quand même beaucoup plus une meilleure gestion, une meilleure rétention de la compétence et un knowledge management beaucoup plus approprié. Voilà une vision, ou du moins qu'on avait, mais qui a été mise en œuvre aujourd'hui. Même malheureusement. C'est la question que je voulais poser. Oui, mais elle a été mise en œuvre puisqu'il y a le transporteur. Mais qu'est-ce qui coince donc? Mais le problème, c'est est-ce que vous êtes sûr que le transporteur aujourd'hui n'a pas d'autres sociétés ou alors EDC n'a pas d'autres prérogatives qui sont attaquées d'une manière par l'AER et réciproquement et ainsi de suite. C'est qu'on se retrouve souvent où, avec beaucoup d'entités, on a des plages d'activités grises qui se retrouvent et où on se bat
tous les jours. Déloyale, on dirait. Oh, déloyale, je ne dirais pas, c'est des fonctionnaires. Ce qui ne permet pas au projet de. C'est des fonctionnaires consciencieux, et donc je ne mettrai pas déloyale, je ne mettrai plutôt. Mais quelle serait donc la solution aujourd'hui pour cette question de délestage? Non, ce serait présomptueux de ma part de venir diriger la solution. Absolument. Ce que je peux simplement dire, c'est que beaucoup de petites mains, incluant mes petites mains, sont arrivées dans certains pays, et notamment au Sénégal, et aujourd'hui, il n'y a plus de délestage. Ça veut dire qu'il y a des solutions. Mais maintenant, ces solutions doivent être adaptées. Moi, je suis toujours contre, même si je ne me considère pas de la diaspora, beaucoup de gens de la diaspora qui disent « Yaka, on fait ça et puis c'est réglé ». Et c'est ce que beaucoup de gens ici leur reprochent en disant « Mais vous ne savez pas la situation locale, la réalité locale ». Donc pour moi, aujourd'hui, la meilleure solution serait de voir ce qui a été fait par les uns et les autres et essayer de bien analyser la réalité locale et avoir des gens forts qui sont prêts. Parce que, par exemple, dans un pays comme le Sénégal, le Maroc, c'est pareil, et autres, quand il fallait changer la loi, ce n'était pas 3 ans, 4 ans. On boostait l'Assemblée nationale, en 6 mois, on changeait. Quand il fallait faire des décrets, ce n'était pas attendre 3 ans, le processus normal ou quoi que ce soit. Le décret sortait rapidement et il était appliqué immédiatement. Et aujourd'hui, ça a permis de pouvoir évoluer. Une des décisions, par exemple, qui a été prise au Sénégal par le président Macky Sall, c'est de l'accès universel. C'est-à-dire l'accès universel à l'électricité. Ça veut dire que 100% des Sénégalais doivent avoir accès à l'électricité en 2025, qu'il a décidé. Le système international le demandait en 2030. Vous savez que le président Biya aussi a cette ambition. Bon. Lui, il a décidé en 2025. Il a lancé les programmes. Il a même lancé un programme d'urgence. Qui s'appelle le PUDC. Il a lancé un deuxième programme d'urgence qui s'appelle Puma, qui prend aussi en considération les aspects énergétiques, mais dans les zones transfrontalières et autres. Et au fur et à mesure que ça marchait, il s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de difficultés. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une unité de coordination et de supervision. Et mon rôle aujourd'hui au Sénégal, je coordonne, ou du moins je joue le secrétaire de cette unité de coordination et de supervision du programme d'accès universel à l'énergie au Sénégal. Et qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est qu'il y a beaucoup d'acteurs. Il y a la Sénélec, qui est l'équivalent d'Eneo. Il y a l'ASER, qui est l'équivalent de l'AER. Il y a le MCA, qui est le programme financé par les Américains. Il y a le PUDC et autres. Chacun essaye d'une certaine manière de se développer et de construire, mais s'il n'y a pas la coordination, il y a un problème. Et mon unité, c'est quoi? C'est d'assurer cette coordination, de bien gérer les données, un système d'information géographique bien établi qui permet de localiser les localités, bien les maîtriser avec des positions géoréférencées, l'administration du territoire qui donne à toute localité un code qui est bien précis et qui permet de faire en sorte qu'il n'y a pas de duplication dans les projets et ainsi de suite. Et de l'autre côté, un des grands problèmes qu'on rencontre, même ici, c'est la partie raccordement. Puisque si l'ASER construit une petite centrale solaire avec un petit mini-grid, qui l'exploite, c'est le concessionnaire. Ça veut dire ici, ce sera Eneo. Absolument. Si l'AER construit, ce sera Eneo. Si le programme d'urgence ou le Minepat et autres construisent, ce sera Eneo. Si le transfert n'est pas fait de façon optimale et on s'en est rendu compte, on se retrouve avec une infrastructure construite qui va faire 2 ans sans exploitation. Exemple, le barrage de, comment ça s'appelle, Lompanga. Oh, ça, vous me l'apprenez, ça, je ne le savais pas. Non. Donc, ce qu'il y a, donc, on se retrouve comme cela, et cette unité-là fait donc le lien avec tous ces acteurs, et s'assure que chaque franc qui a été mis quelque part dans un projet, il y a un impact, et ça va être utilisé par les utilisateurs finaux. D'accord. Mais plus j'ai parlé de Lompanga, ça me suscite une question. Mais justement, dans ce déploiement, tout investissement, tout azimut, sur les questions de production de l'électricité. On a cité Lompanga, Nachigal arrive, avec une capacité de plus de 400 MW annoncée. Je veux dire, au regard de l'investissement, dans l'attente évidemment du retour sur investissement en termes de production énergétique, vous pensez véritablement que dans l'approche, la solution pourrait au moins diminuer le besoin existant? Forcément. Si vous avez un manque de sang, on vous met du sang, et bien vous aurez un peu plus de sang.
Mais encore faut-il qu'on vous mette le sang qui vous est approprié, qui ne va pas vous permettre de vous tuer plutôt que de vous faire vivre d'une certaine manière. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que je ne peux pas juger tant qu'on n'a pas fait une planification énergétique appropriée qui nous permet de justifier la totalité de ces investissements. Et la planification énergétique est basée sur quoi? Elle est basée sur le fait qu'il y a une demande, ou alors d'autres, même comme les Coréens, on dit, bon voilà, nous on construit, ça va permettre de baisser les prix, mais en tout cas il y a une demande et qu'on essaye d'évaluer avec l'offre qu'on peut apporter. Mais l'offre est basée sur les ressources dont on dispose. Les ressources, ça veut dire on a l'eau, on va utiliser plus l'eau et c'est bien, on a le soleil, on va utiliser plus un peu de soleil, on a le géothermique et tout. Donc on va identifier la totalité de nos ressources qui nous permettront d'une certaine manière de pouvoir contribuer à remplir la demande qui est nécessaire. Et contrairement à ce que les gens pensent, le point le plus important de tout cela, c'est la technologie. Il faut travailler sur la technologie. La planification énergétique permet de pouvoir être capable d'optimalement sélectionner, comprendre, maîtriser et développer les technologies sur lesquelles on va travailler. Et malheureusement, beaucoup de pays africains, je dis beaucoup parce qu'aujourd'hui, si vous allez par exemple au Maroc, quand ils ont voulu se lancer sur le solaire, un des points importants, c'était la technologie et autres. Et donc, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est de pouvoir, et en même temps, il y a aussi beaucoup d'autres étapes. C'est quand on optimise, est-ce qu'aujourd'hui, on a plus besoin des très très grosses centrales ou alors on a plus besoin des petites centrales? Moi, je suis un peu produit de l'Isère et autres. Je sors de Grenoble et tout, et je sais que l'Isère avait une très grande production hydroélectrique, mais c'était des petites centrales. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient développé une industrie métallurgique et chimique autour de ces centrales. Ça veut dire on met 10 mégawatts ici, on crée une industrie, exactement comme ça a été fait avec Alucam et autres, et ainsi de suite. Et ça, c'était même une des idées que j'ai toujours prônées et autres, même si un jour, quelqu'un toujours qui maîtrisait, qui m'a dit, mais voilà, c'est un peu idiot ta proposition, et je ne comprenais pas, vraiment j'étais naïf, et il me dit, mais tu es en train de nous dire que c'est pour développer une région. J'ai dit, ah ouais, là, je n'avais pas. Qui dit centrale nucléaire pense aussi à l'environnement, la biodiversité. Est-ce que dans le déploiement des pays africains, la question est prise en compte? Est-ce que dans tous ces investissements, ne va-t-on pas résoudre un problème pour en créer d'autres? Le nucléaire aujourd'hui est regardé très attentivement par beaucoup de pays. Exact. Le Rwanda, le Niger, le Kenya, le Nigeria, et j'en passe, seulement sur les pays noirs africains, le Ghana et autres. Et je ne vous parle pas des pays du Maghreb et même de l'Afrique du Sud, qui va y revenir. Le nucléaire aujourd'hui a aussi une certaine évolution parce qu'il y a ce qu'on appelle les SMA, qui sont les small and medium reactors, qui sont des réacteurs beaucoup plus petits. Parce que les très grands réacteurs, leur intégration dans nos réseaux qui sont très instables ne pourrait pas se faire aujourd'hui. Ce serait extrêmement compliqué. Par contre, les plus petits peuvent beaucoup plus intégrer le système énergétique. Mais l'avantage des centrales comme le nucléaire, et parce que quand on parle de nucléaire, moi je le mets toujours avec le charbon par exemple. Et personne ne veut que nous lancions dans le charbon et autres, mais je pourrais vous dire beaucoup d'avantages que tout cela peut apporter. C'est que c'est des énergies de masse, c'est des énergies de base load, charge de base et autres, et qui font en sorte que d'une certaine manière, ça nous permet d'avoir une électricité la moins chère possible. Vous savez qu'il y a une contradiction, et ça on le voit bien quand on fait la planification, il y a une contradiction entre, je dirais, l'accès à l'énergie qu'on veut universelle, et dont on va aller toucher des gens qui ne sont pas rentables, et donc qui reviennent très cher, et aussi le prix de revient de la production énergétique et du transport, ou du moins de l'électricité, qu'on veut le plus bas possible. Donc, et cette contradiction-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on essaie d'avoir des charges de baseload
énergie qui vont d'une certaine manière réduire énormément les coûts. Et puis, pour le suivi des pointes, on va avoir des énergies qui peuvent être renouvelables, même s'ils sont beaucoup plus onéreux et beaucoup plus chers, et qui permettront à ce qu'on ait un mécanisme équilibré. Donc le nucléaire aujourd'hui, si nos pays, parce que la planification énergétique aussi le dit, vous voulez respecter la demande, vous devez analyser vos ressources. Donc si vous avez l'eau, vous utilisez l'hydro, vous avez l'uranium, pourquoi ne pas utiliser le nucléaire aussi? Mais le problème, c'est comment s'organiser. Et malheureusement, aujourd'hui, la Banque mondiale ne va pas vous supporter sur le nucléaire et le charbon en vous disant un certain nombre de choses. Mais pourtant, 43% de la production énergétique en Allemagne, c'est le charbon. 40% aux États-Unis. La Chine, c'est presque 70, voire même plus, le charbon. Vous allez dans n'importe quel pays développer le charbon, le nucléaire ou les deux. Absolument. Mais par contre, les pays africains n'y touchez pas, allez dans le solaire. Moi, je suis un promoteur du solaire. Je considère que le solaire change la vie, surtout des gens dans les zones rurales, améliore énormément notre vie, apporte beaucoup de choses. Mais le solaire, ce n'est pas ça qui va nous permettre de nous développer industriellement et qui va nous permettre de faire de nos pays des pays industriels et des pays riches. Donc vous direz le solaire, c'est bon pour les ménages et le développement, l'industrialisation, il faut aller au-delà. Oui. Je dis le solaire, c'est bon, pas seulement sur le ménage. Le solaire peut aussi être utilisé, je dirais, pour des compensations et autres, pour le suivi des pointes et autres. Le solaire peut toujours être utilisé d'une manière ou d'une autre, parce qu'il nous faut quand même... La base de l'énergie, c'est quoi? C'est les coûts les plus bas, la disponibilité, mais aussi l'acceptabilité. Ça veut dire la qualité. Donc aujourd'hui, on ne peut pas simplement faire du tout charbon, parce que c'est le charbon qui va nous revenir moins cher. Mais d'une certaine manière, il faut que dans le mix énergétique, que les pays africains commencent à penser à utiliser d'autres sources énergétiques. Et surtout, ça va changer notre façon de voir les choses. Vous savez, les Coréens, le nucléaire les a quasiment tout apporté. Quasiment. Parce que à force d'aller dans le nucléaire et d'acheter des technologies nucléaires, ils ont développé leur électronique, ils ont développé leur mécanisme de soudure dans la fabrication des voitures, la fabrication des tankers et autres. C'est des technologies qu'ils ont acquises à travers le nucléaire. Donc aujourd'hui, le nucléaire, ça crée une masse critique. Absolument. Moi, je dis toujours, il y a quelqu'un qui est même français, mais camerounais d'origine, et qui tout le temps me dit oui, mais le nucléaire c'est complètement à part. Je dis mais pas du tout. C'est les gens qui ont développé le nucléaire et autres qui ont développé le pétrole. C'était eux qui ont dirigé Elf pendant longtemps et c'est eux qui ont développé Renault par exemple. Si vous allez là où on fait l'enregistrement du combustible, le président de Renault qui a été tué, que tout le monde considère comme étant le gars qui a mis Renault sur orbite, ce site-là a son nom et personne ne pense que c'est les gens qui ont porté le nucléaire français et qui se sont retrouvés à développer les autres axes industriels. Parce qu'on développe une masse critique dans le nucléaire. Et cette masse critique-là, quand vous la maîtrisez, vous pouvez faire n'importe quoi. Je vous donne un exemple. Si vous développez une centrale nucléaire, vous avez besoin des très bons communicateurs. Ça veut dire que vous, on aura besoin de vous parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont dire non, on n'est pas intéressé. Donc il faut des gens comme vous, des communicateurs. Il faut des très bons juristes pour pouvoir lire les contrats. Il faut des très bons mécaniciens. Il faut des très bons électroniciens. Il faut des très bons électriciens. Il faut des très bons... C'est une activité transversale. Exactement. Beaucoup de spécialistes dans tous les domaines du monde. Et tous ces gens-là, des chimistes, électrochimistes, des hydrogéologistes et tout ça, ils se retrouvent dans un même projet. Et ils doivent... Et la technologie, la première grandeur de la technologie, c'est le langage. Bien sûr. Ces gens-là finissent par avoir le même langage. Ça veut dire qu'ils peuvent se comprendre. Eh bien, prenez-les là, vous les mettez en agriculture, ils vont réussir. Vous les mettez n'importe où, ils vont réussir. Parce qu'ils ont réussi à se développer et à dépasser le cadre de leurs compétences intrinsèques. Un informaticien, vous l'écoutez parler, il parle comme un informaticien. Maintenant, quand il a dépassé cet aspect technique, et maintenant il parle le même langage avec l'électronicien et autres, il peut faire beaucoup de choses. Et c'est ça que beaucoup de nos pays, souvent, ne comprennent pas et se disent c'est pas une technologie pour nous. Mais quand je regarde au niveau complexité, nous gérons des avions. Est-ce qu'on se dit pas aussi que c'est coûteux?
Là aussi, c'est quelque chose qui se discute. Parce qu'il faut diviser le prix d'un produit par rapport à sa production. Il y a le CAPEX, qui est l'investissement de base. Il y a l'OPEX, qui est l'exploitation. Il y a le combustible. Et il y a aussi, je dirais, le démantèlement, parce que plus tard, tout cela va faire le prix de ce que vous produisez. Ça peut être n'importe quoi. L'électricité, la transformation de la banane, et ainsi de suite. Et quand vous avez pris cela, le nucléaire, l'investissement est très élevé. L'exploitation est assez élevée. Mais le combustible est moins cher. Vous prenez par exemple le gaz. L'investissement est très faible. L'exploitation est limite. Mais le combustible est très élevé. Le problème que cela pose, c'est que même si, in fine, le gaz peut être moins cher, le problème que cela pose, c'est que si vous doublez le prix du gaz, vous jouez sur à peu près, mettons, 80% du prix total de la production. Donc vous montez à peu près une augmentation de 160. Si vous touchez le combustible nucléaire, vous jouez sur 10%. Et c'est ça que les banquiers aiment. Absolument. Les banquiers n'aiment pas le risque. Ils veulent quelque chose qui est stable. Et comme c'est en même temps une énergie de base, ça veut dire que votre centrale est en fonctionnement, elle produit du 100%, jusqu'à l'arrêt pour maintenance, elle va produire du 100%. Donc vous produisez un maximum, et quelle que soit la variation du coût du combustible, vous êtes toujours, et on peut calculer, on peut anticiper le retour sur investissement. Donc il y a des avantages et des inconvénients. L'inconvénient, c'est qu'il vous faut beaucoup d'argent à l'investissement. Ça peut être lourd, mais le retour peut également être bien mieux que... Mais c'est pour cela que les Français ne comptent pas arrêter les centrales nucléaires, quand bien même les écologistes vont mettre la pression et autres sur les dirigeants politiques. Et bien, aujourd'hui, le programme se poursuit. Non seulement il se poursuit, mais aujourd'hui, le coût de production énergétique et électrique en France est extrêmement bas. D'accord. Alors, on va reparler tout à l'heure de cette question énergétique au Cameroun avec la renationalisation de Eneo, le choix des pouvoirs publics, semble-t-il. Mais avant, reprenons cet autre reportage et puis derrière, nous revenons sur le plateau. Le secteur du domaine du cadastre et des affaires foncières a été le plus corrompu en 2022 selon la Commission nationale anticorruption. Il est suivi des secteurs de l'administration territoriale, des finances, de l'éducation et des marchés publics. C'est le résultat à tirer des 7061 dénonciations des actes de corruption soumises par les mécanismes mis sur pied par la CONAC. Le détournement de biens publics apparaît comme l'infraction majeure avec 1135 dénonciations reçues par courrier administratif. Il y a lieu que les couches rurales, les couches les plus reculées de notre pays soient davantage outillées par rapport à la lutte contre la corruption. Et c'est pour cela que nous avons dit que les radios locales, les médias doivent être utiles pour que les informations soient véhiculées en langue locale. Le rapport sur l'état de lutte contre la corruption en 2022 au Cameroun révèle également que 188 agents publics ont reçu des sanctions allant de l'avertissement au licenciement infligé par les responsables de 22 administrations suite à des actes de corruption avérés. Aussi, le tribunal criminel spécial a rendu 14 arrêts définitifs pour des affaires impliquant une dizaine d'administrations publiques. En somme, le préjudice financier subi par l'État du Cameroun à cause de la corruption en 2022 s'élève à 4 milliards, un peu plus de 623 millions de francs CFA. Si on est passé de 43 milliards à 4 milliards cette année, cela veut dire qu'il y a une régression. Mais toujours est-il que nous devons davantage solliciter la contribution de tous les ministères pour la lutte contre la corruption. 12e rapport du genre, au rang des innovations, l'on note la présentation d'un document unique qui rassemble les versions françaises et anglaises. La couverture et le format ont subi des modifications dans l'optique de le rendre
plus attrayant et d'en faciliter la manipulation. Aussi, pour son élaboration, la CONAC a reçu au total 129 contributions externes contre 96 pour le rapport de 2021. Il s'agit du plus grand nombre de contributions enregistrées pour un rapport annuel. Parlons donc de la renationalisation de cette entreprise, Indeo, qui est donc chargée évidemment de la distribution de l'énergie à la clientèle. Alors Vincent, vous dites, cette option du gouvernement, vous le spécialiste des questions énergétiques, nucléaires, c'est une approche, vous nous disiez tout à l'heure, vous êtes libéral. N'empêche qu'il y a des secteurs quand même stratégiques, des secteurs qui, pour tout État, sont déterminants en termes de politique publique. Que le Cameroun remette dans son portefeuille cette entreprise, est-ce une bonne chose? Je dirais, la question est oui, c'est une bonne chose. D'accord. On voit que des pays comme la France, on a beau le dire, EDF c'est une société nationale. Absolument. Le Sénégal, il y a eu une privatisation. Quand Wade est arrivé, il a renationalisé. Et ça ne va pas plus mal. Et libéral que je suis, effectivement, je dirais renationaliser, mais de quelle manière? C'est plutôt la manière. Mais je ne suis pas capable de vous dire exactement ce qui doit être fait parce que je ne connais pas le dossier, je ne connais pas l'environnement. Et je dirais même que je serais plus supportive de ceux qui sont, de ce qui est en train d'être fait, parce que ceux qui le font, pour au moins quelques-uns, j'ai une entière... oui, j'ai une grande confiance en leur capacité. Qui font systématiquement pour l'intérêt du Cameroun. Je peux me tromper, mais à ceux-là, oui, je leur donne. Mais par contre, je dirais... Vous savez bien qu'il y en a qui sont également dans des postes de fonction, de responsabilité et tout, mais oui, dont on sait que les dossiers ne sont pas forcément les plus gais. Oui. C'est une parenthèse que je referme tout de suite. Je vous laisse poursuivre. Bon, ce qu'il y a, c'est que j'ai beaucoup de doutes. En tant que scientifique, j'ai toujours beaucoup de doutes. J'ai énormément de doutes. Je vais vous dire pourquoi. Je suis un libéral. Exact. La Banque mondiale, c'est des libéraux qui partagent la même vision des choses que moi, même s'ils les mettent différemment en marche. Et ils nous ont poussés à privatiser. À tort ou à raison, nous ne sommes pas là pour juger. S'ils reviennent aujourd'hui et disent nationalisons, et ils nous aident à renationaliser, la première question, le doute que j'ai, c'est, premièrement, pourquoi? Est-ce que c'est une bonne solution? Et autres. Le deuxième point que je vais dire, c'est le timing. Moi, dans les années 2013-2014, j'étais de ceux qui pensaient qu'il fallait renationaliser parce que je savais que le timing, on arrivait en fin de cycle en 2019, avant le troisième avenant, je crois. Et en même temps, AES voulait vendre. Et on pouvait être en situation de force parce qu'on arrivait en fin de cycle. On a fait un troisième avenant en 2019, si je ne me trompe pas. Et là, subitement, en 2023, il faut nationaliser. C'est un jeune qui me l'expliquait, pas qui me l'expliquait, mais qui me disait, et vraiment j'ai été impressionné par son analyse, c'est comme si votre femme a une grossesse de 4 mois, et vous dites, docteur, comme vous êtes très bon, opérez là, sortez le bébé prématuré et autres, que d'attendre sous césarienne, que d'attendre 9 mois et qu'elle accouche de façon basse. Ça, c'est une analyse de quelqu'un qui ne maîtrise pas la situation, hein, et autres. Et ça pousse à se dire, est-ce que aujourd'hui, parce que pour moi, je regarde les intérêts du Cameroun. Exact. Et est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui sont en face ne se rendent pas compte que les choses vont énormément se compliquer dans l'avenir, et il vaut mieux que c'est l'État qui prenne les responsabilités de tout cela. Ça, c'est le deuxième point. Je vais maintenant aller sur
le troisième point que je peux énumérer, c'est à partir de cela, ça me pousse en tant que technicien à analyser la situation. Qu'est-ce qui a été fait ces dernières années? Et je fais des analyses, par exemple, le projet Narchiga, le projet Kikot et tout cela. Et un des points sur lesquels nous avons énormément travaillé au Sénégal et pour lequel on ne veut absolument pas se lancer, c'est le mécanisme qu'on appelle Tech-OP. Et semble-t-il, sans maîtriser le dossier, Narchiga c'est un Tech-OP. Si vous le permettez, je vais expliquer ce que ça veut dire, parce que j'essaie de parler un langage qui est compréhensible par tout le monde. Tech-OP, ça veut dire que vous avez une centrale de 10 kW qui produit, on la construit 10 kW, on fixe qu'à partir d'aujourd'hui, on peut produire 10 kW. Vous prenez 10 kW, vous payez 10 kW. Vous prenez 1 kW, vous payez 10 kW. Vous prenez 0 kW, vous payez 10 kW. Le réseau n'est pas là, vous payez. Et dit comme ça, vous allez me dire, mais c'est pas bon. Non, ça peut être bon. Ça peut être bon. Parce que si vous êtes par exemple à l'UQAM consomme par exemple 15 kW. Et vous mettez une centrale 10 kW en Tech-OP. Vous savez qu'il neige ou qu'il vente ou qu'il pleuve, à l'UQAM va prendre la totalité de cette énergie. Donc ces 10 kW seront toujours pris tous les jours. Et vous mettez la pression sur le fournisseur de telle manière que le jour où il n'arrive pas à vous fournir cette énergie-là, et bien il vous paye des pénalités. Donc le système Tech-OP peut être justifié. Exact. Maintenant, est-ce que la situation d'une centrale comme Nachtigal, mais si je dis Nachtigal, disons plutôt X, puisque je ne maîtrise pas ce qu'il y a au niveau contractuel là-dessus, et autres, et les informations que quelqu'un peut avoir aujourd'hui, et on le connaît ici au Cameroun, peuvent ne pas être toujours tellement fiables et autres. Donc, est-ce que aujourd'hui, cette centrale ou certaines autres qui sont en train d'être signées sont vraiment dans une situation où optimalement elles doivent évoluer vers le mécanisme Tech-OP? Oui ou non? S'il s'avère que non, alors là je me dis, eh bien, la société qui va signer ces contrats, qui va acheter l'énergie dans quelques années aura des problèmes. Absolument. Et il va falloir les soutenir. Mais ce que je peux aussi dire, c'est que, pas par rapport à ça, ce que je viens d'expliquer, il y a une note positive. Je suis au Cameroun aussi parce qu'il y a une société qui travaille avec le ministère de l'Énergie par rapport aux aspects de tarification et m'a recruté comme expert pour pouvoir travailler avec mes jeunes frères et autres, certains dirigeants du ministère de l'Énergie pour maîtriser la tarification, donc être capable de regarder la totalité de ce qu'il y a dans la production de l'énergie et pouvoir fixer un tarif. Et ces gens-là, aujourd'hui, vont avoir l'expertise nécessaire pour pouvoir être capables de tacler cela. Donc, les actions sont mises en œuvre pour faire en sorte qu'on ne se retrouve pas dans une situation d'erreur si il fallait qu'on ait encore à signer peut-être ce genre de contrat. Parce qu'il est extrêmement important de comprendre exactement tout ce qui rentre dans le prix de l'électricité et à partir de cela, parce qu'un contrat d'achat d'énergie, chaque virgule refait un autre module de tarification. Et vous pouvez vous retrouver à faire des compensations financières énormes simplement parce que vous n'avez pas bien maîtrisé le tarif et le prix pour lequel on vous vend l'électricité est tellement élevé. Et comme vous ne pouvez pas le vendre à la population à ce prix-là, ce qui est le cas pour tous nos pays, eh bien vous faites une compensation tarifaire. Et la compensation tarifaire peut être tellement élevée que ça vous prend une grande partie du budget. Vincent Konjoko, on aurait pu parler également de l'énergie dans la guerre stratégique mondiale. On aurait pu parler de nos ressources énergétiques, notamment à l'Est. Mais fatalement, le temps nous tient à la gauche. 90 minutes, ça va très vite. On en aura peut-être plus à d'autres occasions. Mais une question pour terminer, qui c'est peut-être une réponse en un mot. Quelle distance sépare le Cameroun entre l'accès au nucléaire? Aujourd'hui, je dirais, comme ça, de manière pifométrique, 2-3 ans. Ah bon? Oui, 2-3 ans. Après une décision. Ok. Ça veut dire, on décide qu'on se lance au nucléaire. Et pour se décider qu'on se lance au nucléaire, on a une bonne planification énergétique.
on a une bonne analyse des besoins en infrastructure et du cadre qui va gérer le nucléaire. Et ça, c'était la base de mon métier et j'ai défini la stratégie qui permet de faire cela. Il faut 2-3 ans, on est capable de se préparer pour établir ce cadre-là. Et alors là, maintenant, aller voir les investisseurs et aller voir aussi les sociétés qui peuvent fournir ce genre de centrale pour pouvoir commencer la construction. Maintenant, les constructions, on est entre 4 et 5 ans pour pouvoir avoir donc on est aux alentours de 8 ans. Espérons que cette prophétie, cette prédiction, ce vœu rentre dans les oreilles des décideurs. Vraiment, je ne saurais vous remercier autant que l'expertise que vous venez d'apporter à nos téléspectateurs sur ces questions qui nous semblent pourtant souvent lointaines, peut-être sont importantes et déterminantes pour le développement de notre pays, pour la vie de nos concitoyens. Merci infiniment, Dr Kondiok. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous également à la maison d'avoir regardé cette autre édition de Face à l'actu. Demain, c'est lundi. D'avance, je vous souhaite un excellent début de semaine. Bonsoir.